et bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Débrief, la transition énergétique. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Anne Glemer, présidente du CNH. Madame Glemer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui votre rôle, votre fonction au niveau du CNH? Donc c'était vraiment une volonté pour moi que de pouvoir intégrer cette structure qui est la structure en fait qui réunit l'ensemble des acteurs liés au logement. Donc on a des acteurs divers et variés qui réfléchissent, qui évaluent les lois, qui voient les dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir les adapter et faire des propositions. Donc j'ai hâte effectivement d'y être parce que ce sont des acteurs que je connais déjà, parce que j'ai déjà beaucoup travaillé donc, sur les notions de logement, donc avec différents rapports, des rapports justement pour mieux comprendre le prix du logement que j'avais fait au sein de la Commission des affaires économiques, donc comprendre comment se structurer et pourquoi il y avait une cherté du prix du logement en France actuellement, et des rapports en lien aussi avec le lien emploi-logement, et un dernier point que j'ai mené avec Iñaki Etxaniz sur justement la location de courte durée. Donc ça a été un gros investissement de ma part sur un sujet en fait, qui touche les citoyens dans leur quotidien, parce qu'il est d'une nécessité que d'avoir un toit au-dessus de sa tête pour pouvoir justement vivre, tout simplement. Comme vous le savez, on est une émission qui traite au niveau de la transition énergétique. D'abord, une première question pour vous en introduction. En fait, suite à la récente dissolution qui a été prononcée il y a quelques mois maintenant, est-ce que vous pensez que nous sommes aujourd'hui en retard au niveau du calendrier avec les objectifs liés à cette rénovation, au niveau de la loi climat, ou est-ce qu'on est encore dans les délais, éventuellement s'il y a peut-être des assouplissements à venir? Alors déjà, on est toujours en fait à parler de transition énergétique, c'est quand même un bon point. Je veux dire, c'est une notion qui s'est venue et qui s'est imposée à nous, et heureusement, notamment à la suite de la loi climat et résilience, et je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Maintenant, la dissolution, ce qu'elle a changé, c'est qu'elle a recomposé en fait l'Assemblée nationale. On n'a plus les mêmes forces en présence, on a notamment une puissance forte du Rassemblement national, qui est plus sceptique que l'ensemble des autres groupes sur la nécessité de rénover, la nécessité d'aller plus loin au niveau du climat. Donc, ils ont une notion quand même très différente des autres groupes politiques. Donc, maintenant, ça va être peut-être plus difficile que de trouver des accords sur les enjeux qui sont face à nous au niveau climat, parce qu'ils vont peser différemment. Maintenant, il va falloir se faire des coalitions, justement, parce que l'avenir est devant nous et il n'est pas forcément certain qu'il soit serein au niveau du climat. Et donc, tout ce qui est rénovation énergétique restera un enjeu majeur que nous porterons au sein de notre groupe Ensemble pour la République, mais soutenu par les autres groupes du socle commun, on en est certain. Mais c'est vrai que la recomposition à la suite de la dissolution fait que maintenant, il va falloir vraiment œuvrer et convaincre les citoyens, parce que on parle d'élus, donc ils sont là aussi parce qu'il y a des citoyens derrière. Donc montrer aux citoyens que quand on voit les changements climatiques, notamment avec les événements qu'on a pu connaître au niveau des tempêtes, des inondations, etc., qu'il y a une réalité et qu'on en est tous responsables. Donc ça changera, je pense, au niveau de la dissolution, au niveau de la composition et des marqueurs que l'on veut poser. Mais nous, on reste convaincus qu'il faut continuer à œuvrer et à améliorer tout ce que l'on peut, que ce soit au niveau de l'habitat, mais aussi de l'ensemble de nos consommations. L'approche quelque chose même plutôt outre-Atlantique. Vous savez que la récente élection de Donald Trump a fait grand bruit. Au niveau européen, comment cette nouvelle peut être prise, sachant que Donald Trump était, lui, réticent un peu à ces accords de Paris et avait déjà prononcé son retrait de ces accords. Est-ce que cette élection pourrait peut-être avoir un rôle au niveau européen, dans le sens où ça pourrait vraiment mettre un petit frein et avoir un petit peu un impact négatif sur les ambitions européennes? Alors, je pense qu'il faut pas raisonner en comparaison. On n'a pas la même dimension, on n'a pas la même histoire politique que les États-Unis. Donc, eux, effectivement, ils ont construit notamment sur un modèle de business, il faut le dire clairement. Donc, si un jour on arrive à les convaincre que le vrai business, il peut se faire aussi de façon verte, je pense que c'est quelque chose où ils viendront peut-être accompagner les projets que nous portons. Maintenant, il ne faut pas le faire en comparaison. On est dans un pays, aux États-Unis, très libéral, où ils ne sont pas forcément sur la notion de contrainte. Donc, on n'a pas du tout le même engagement vis-à-vis du climat, c'est certain. Je pense qu'il ne faut pas nous rabaisser nos objectifs pour les aligner aux leurs. Il faut rester convaincu que nos objectifs sont les bons et qu'il faut rester ambitieux au niveau du climat.
Et comme je le dis, quand on parle d'écologie et d'environnement, c'est aussi une manne au niveau économique pour nos entreprises. On a fait des plans justement d'industrie verte notamment pour améliorer en fait notre impact au niveau des industries, au niveau, mais aussi de la production pour qu'elle soit plus verte et qu'elle soit plus en considération de l'environnement. Ben ça, c'est à nous aussi de les convaincre là-dessus et d'être peut-être plus exigeants justement sur nos importations, sur les produits que l'on consomme, pour montrer qu'on est vraiment convaincu que c'est un enjeu de demain et que ce n'est pas qu'un enjeu de contrainte, c'est aussi un enjeu de business économique, pour parler comme les Américains. Prochaine question, justement, on va parler d'un projet de loi que vous connaissez, enfin d'une loi maintenant qui est passée. Quel est votre avis concernant justement la loi réduisant l'avantage fiscal sur les locations des meublés et le DPE qui va justement y être appliqué à ces locations-là? Alors, la loi, ce n'est pas une loi pour réduire les avantages fiscaux. Je recadre un petit peu. C'est pour réguler, en fait, les meublés de tourisme. En fait, il y avait une nécessité de réguler les meublés de tourisme. Effectivement, il y avait une partie fiscale parce qu'il y avait des avantages fiscaux qui étaient très avantageux C'est comme ça qu'elle a été dans prise. la location de courte durée. C'est comme ça que les médias l'ont présenté, pas que les Exactement. politiques l'ont présenté. Mais effectivement, ce qui était intéressant dans cette proposition de loi donc, qui a été promulguée hier, donc qui est vraiment une loi, ce qui était intéressant, c'était sur la notion de DPE, parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans cet entretien, c'était de se dire que les conditions de DPE devaient être similaires, que ce soit de la location de longue durée que de la location de courte durée. Pourquoi? Parce que des gens, pour ne pas faire de la rénovation énergétique de leurs biens, des biens qu'ils mettaient en location, en fait, glissaient vers de la location de courte durée. Ils avaient une stratégie d'éviction, ne pas faire les travaux parce qu'ils n'en avaient peut-être pas les moyens. Hein. Je ne suis pas péjorative dans ce que je dis. Ils n'en avaient peut-être pas les moyens, ni l'envie, ni la volonté. Donc, du coup, ils proposaient ce bien non plus en longue durée, mais en courte durée. Actuellement, en France, on a besoin de logements de longue durée. On en manque cruellement et il y a une augmentation forte en fait, de la location de courte durée. Donc, on s'est dit comment on retrouve un équilibre entre les deux mesures. Donc, on s'est dit qu'il fallait mettre un DPE aussi sur la location de courte durée. Alors, vous me direz, c'est un peu surprenant quand les gens viennent une semaine ou deux, mais c'est souvent sur une semaine ou deux où la consommation est aussi plus forte. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui payez les charges liées à l'électricité, que vous êtes touriste et que vous venez dans un bien, effectivement, vous faites peut-être moins attention que quand vous le faites chez vous et que vous payez la facture. Donc d'avoir un bâtiment qui soit construit et qui soit évalué dans une moindre consommation énergétique, c'est quand même toujours un plus pour nous tous, que ce soit pour le propriétaire, mais aussi pour l'ensemble de l'environnement. Et à long terme, si ce bien doit revenir à la location de longue durée, il n'aura plus en fait à passer ce cap du DPE. Donc, il y avait une question d'équilibre en fait à proposer en fait ce DPE qui est très bien passé. Le Sénat nous a accompagnés sur ces mesures et on a adossé en fait les deux calendriers pour pouvoir avoir un équilibre justement à long terme. Très bien. Donc, ce fameux DPE, justement, sans transition, qui est notre prochaine question. Au niveau de ces DPE qui a été mis en place maintenant depuis quelques années, qui est rentré un petit peu dans le quotidien des Français, qui a été mis en avant dernièrement et mise en lumière et est devenue une pierre angulaire, notamment au niveau du cadre de la transition à la rénovation énergétique. On a un petit peu abordé cette question en préambule. Quel est votre avis sur ce fameux DPE, sur cette fiabilisation dernière qui a été mise en place et éventuellement sur les pistes à améliorer, si vous avez en suggestion quelques pistes à améliorer au sein de votre réflexion? Bon, on voit bien que c'est un outil qui était quand même complexe. Il s'est un peu imposé à nous au moment de la loi climat et résilience, mais il était nécessaire et indispensable. Parce qu'on ne pouvait pas dire qu'un bâtiment était consommateur d'énergie ou pas. Donc il fallait effectivement le diagnostiquer. Donc ça, c'est fait, comme vous le dites, c'est rentré dans le quotidien des gens. Maintenant, on a vu qu'il y avait des disparités, soit territoriales, des disparités en fonction que le bien se situe sous les toits ou qu'il soit en rez-de-chaussée, en fonction des modes d'énergie, et qu'il y avait des difficultés aussi dans les copropriétés. Donc tous ces éléments-là, en fait, on a pu les mettre en avant aussi parce qu'on a pratiqué le DPE. On ne pouvait pas les anticiper. C'est en fait en faisant qu'on devient bâtisseur. Donc à un moment, il fallait absolument mettre en œuvre et améliorer progressivement. C'est ce que l'on fait et c'est ce qu'on continuera à faire, notamment avec les propositions de M. Marchive et M. Etchanis par la suite, pour adapter le DPE pour qu'il soit mis en œuvre le plus aisément possible pour les citoyens. Ça peut être pris effectivement comme une contrainte, mais c'est un enjeu d'avenir. Ce n'est pas un enjeu immédiat peut-être pour certains, mais c'est un enjeu sur du long terme. Les consommations en notre dépendance à l'électricité est telle et aux énergies que de toute façon, il fallait passer par une moindre consommation
plutôt que de changer en fait nos modèles de production pour autant qui prennent plus de temps. Donc effectivement, on voit qu'il y a des réflexions qui continuent. On a pu échanger notamment sur les notions de fraude, de contrôle. Donc il y aura certainement des dispositifs à améliorer pour faire que le diagnostiqueur prenne vraiment sens au niveau du métier, c'est-à-dire qu'au niveau des compétences, d'avoir un bon diagnostiqueur, quelqu'un en qui on peut avoir confiance quand on ouvre la porte de chez soi. Ben voilà, il faut être certain que le diagnostiqueur qu'on a face à nous va nous faire le bon DPE. Parce que beaucoup de gens nous disent, oui, mais bon, c'est un peu diagnostiqueur dépendant, on n'a pas la même notation en fonction de qui passe la porte. Donc, il y a un moment où la profession, la filière, accompagnée de l'ensemble, parce que c'est les notaires derrière qui vont pouvoir vérifier, ben, mettent en fait des moyens en œuvre. On a pu en discuter, effectivement, peut-être que ce soit des moyens pour avoir une carte professionnelle, mais ça peut être aussi d'autres moyens pour que déjà les citoyens aient conscience que la personne qui passe leur porte, eh ben, elle est certifiée et qu'on puisse lui faire confiance. C'est toujours une notion de confiance. Il y aura des lois prochainement aussi sur la notion de fraude. Donc, on espère que justement, cette notion de fraude soit prise en compte. On a une loi à laquelle je participe sur la commission spéciale sur la simplification, où toute cette notion aussi de diagnostic, etc., pourrait être mise en œuvre en se disant comment faire confiance de façon aisée et simple pour que le diagnostiqueur, en fait, soit quelqu'un de confiance. Merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, nous nous retrouverons prochainement dans un nouveau numéro du Grand Débrief de la transition énergétique.